souhaité par tous. Bien au contraire, depuis quelques mois, ça s'est aggravé. Et donc, les circonstances qui ont justifié la déclaration de l'état de siège par le président de la République sont demeurées quasiment intactes. Mais ce qu'il faut, et c'est ça la philosophie de travail que nous avons fait avec nos collègues de la commission de défense et sécurité, c'est de voir comment améliorer l'état de siège déclaré au Nord Kivu, à Ituri, de manière que nous puissions aider à maintenir un minimum d'État dans ces provinces meurtries par l'agression. En ce qui concerne particulièrement le volet relations extérieures, la commission mixte vous a fait une série de recommandations, comme évidemment pour d'autres ministères dont nous avons entendu les titulaires. Pour les relations extérieures, grosso modo, nous avons demandé au gouvernement, pour ce qui concerne la réouverture de l'aéroport de Goma, de porter une attention particulière pour que cette réouverture ne donne pas lieu à l'introduction des instruments de guerre, les armes, les munitions et que sais-je encore, sous prétexte que l'aéroport est rouvert. Il ne faut pas que la réouverture vienne régulariser ou ouvrir la porte à l'importation de tout ce qui est nuisible aux intérêts de notre pays. Et pour cela, la commission mixte propose concrètement que la réouverture se fasse sous la garantie internationale et sur base d'un acte juridique d'engagement signé par les dirigeants de la coalition AFC M23. Et cela suppose évidemment des sanctions en cas de violation, parce que la réouverture ne peut servir qu'aux opérations humanitaires. Nous avons insisté auprès de Madame la vice-ministre des Affaires étrangères sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait cet acte d'engagement. Nous avons souligné aussi par rapport aux processus qui sont actuellement en marche, notamment Doha et Washington. La commission mixte a insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait un relais comme ça se fait en intégrant tous les acquis des processus de paix de Nairobi et de Luanda. La même chose, nous avons insisté sur le fait que dans les processus en cours, on ne doit pas privilégier seulement les M23, FC M23, il faut aussi intégrer d'autres acteurs, dont particulièrement aussi les autres groupes armés. Il ne faut pas considérer que dès qu'on conclut avec les M23, tout est réglé. Et enfin, dans le volet relations extérieures, la commission mixte a insisté auprès du ministère des Affaires étrangères sur la nécessité d'établir une synergie, une interaction entre le gouvernement et le Parlement, plus particulièrement évidemment le Sénat, pour que nous puissions, sinon danser au même rythme, à tout le moins entonner la chanson, celle du patriotisme et de l'intérêt supérieur de notre pays. Et la commission mixte a donc mis une recommandation sur la nécessité d'informer le Sénat à jet continu sur l'évolution des deux processus. Ceci dit, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs, la commission mixte, je vous l'ai dit de commun accord avec mon collègue, vous recommande vivement de vous apaisantir plutôt sur les résolutions et de les adopter, parce que nous considérons, comme je vous l'ai dit, l'état de siège continue, mais il faut l'améliorer, il faut aller vers l'efficacité qui demande le concours de tous. Je vous remercie. Merci, honorable.
À présent, j'accorde la parole au co-rapporteur de la commission pour donner lecture du rapport. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, consécutivement à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, marquée spécialement dans son contexte actuel par l'occupation de plusieurs villes stratégiques des provinces du Nord et du Sud Kivu par les rebelles de la FC M23, appuyés par l'armée rwandaise, la plénière du Sénat a mis en place la commission mixte composée de la commission défense, sécurité et frontières et de la commission des relations extérieures, chargée d'auditionner certains membres du gouvernement directement concernés par la dite situation et d'éclairer la plénière sur l'opportunité du maintien de l'état des sièges sur cette partie du territoire national. Ainsi, votre commission a, sous la codirection des honorables Panda Kabangu José et Lutundola Pala Penapala Christophe, respectivement président des commissions défense, sécurité et frontières et relations extérieures, tenu plusieurs séances dans la salle de conférences internationales et dans la salle Kivu du Palais du Peuple. Et là, sur fond des dispositions des articles 100 alinéa 2 de la Constitution, ainsi que 45 alinéa 1er et 96 du règlement intérieur du Sénat, auditionner les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, ministre d'État, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ainsi que la vice-ministre des Affaires étrangères, en lieu place de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie empêchée. La Commission se doit d'exprimer son indignation du fait que la ministre des Droits humains, bien que régulièrement invitée et malgré de nombreuses remises lui accordées, ne s'est pas présentée. De la composition des commissions. A. La composition Commission Défense, Sécurité et Frontières. Bureau. Panda Kabangu José, président. Boulakali Moulou Lunganya Aristide, vice-président. Ramazali Massoudi Kilele, rapporteur. Saini Samundengo Joe, rapporteur. Membres. Basengizi Katintima Norbert, Bemba Ndokwa Françoise, Boussa Moussoubou Willy, Darouezi Mokombe Jean-Pierre, Kanda Kalambai Pierre, Pungwe Mbouy Luongola Patrice, Isengendelo Bokeka Corneille, Kabasele Tubajika Mike, Kimbulu Djamba Richard. Commission des relations extérieures, Bureau Lutundula Apala Penapala Christophe, président, Kabongo Binenedani, vice-président, Kapenda Kasuka Justin, rapporteur. Membre, Aminata Namastia Bazegu, Bote Mamboyo Kati Ekumbo Lungulu Moïse, Gebanga Tarangu Norbert, Kalala Wakalala José, Tisekedi Roger. C'est les sénateurs non membres. Lingepo Molanga Michel, Mwando Katempa Christine, Mwisha Kasiwa Janvier, Mboguje Marembo Anna, Bamanisa Saidi Jean, Diaoya Netuo Lajansi, Kombodimo Kababile Anna, Nikomba Sabango Madeleine, Bachebandei Manzalo Noela, Bolenge Boponde Gabriel, Mamikedi Makani, Nkunku Sabango Madeleine. Votre commission a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs, ainsi que des membres des cabinets dont liste en annexe. De la documentation. Dans l'exécution de sa tâche, votre commission mixte
s'est servi des documents ci-après. 1. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, règlement intérieur du Sénat, ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ordonnance numéro 23/033 du 8 mars 2023 portant mesures d'assouplissement de l'état des sièges, note contextuelle des ministres auditionnés. De la méthode de travail. Dans chaque audition, votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Lecture du questionnaire adressé au ministre. 2. Réponse du ministre. 3. Questions supplémentaires des membres de la commission. 4. Réponses complémentaires du ministre. 5. Observations et recommandations de la commission. 6. Adoption du rapport. Du déroulement des travaux. 1. Des auditions. Pour permettre aux ministres invités à bien se préparer et à être précis, la commission mixte a eu le soin d'annexer à chaque lettre d'invitation un questionnaire résumant les principales préoccupations, lesquelles étaient complétées pendant l'audition par des questions subsidiaires de l'ensemble de la commission après l'exposé présenté. Petit A. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, M. Chaban Eloko Biango Jacquemin, a été auditionné par votre commission le 1er avril 2024 dans la salle de conférences internationales. Répondant aux préoccupations des sénateurs relativement à la situation sécuritaire, particulièrement dans l'Est du pays, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a reconnu que depuis l'agression rwandaise, certaines entités du territoire national ne sont pas gérées par le gouvernement. Toutefois, par des mécanismes propres au service, le gouvernement parvient à obtenir des rapports sur les conditions de vie des populations dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, certaines zones occupées des territoires de Masisi et Walikale au Nord Kivu, dans ceux de Kale, Kabare et dans les villes de Goma et Bukavu. Les policiers rapatriés en provenance du Burundi sans leurs armements et véhicules seront très bientôt redéployés à l'issue d'un exercice de remise en conditions opérationnelles, psychologiques et matérielles afin de servir à nouveau sous les drapeaux. Un transfert temporaire des sièges des institutions provinciales a été opéré, celui du Nord Kivu à Beni et celui du Sud Kivu à Uvira. En Ituri, la situation sécuritaire est gérée avec le gouvernement ougandais dans le cadre de la mutualisation des forces armées de l'opération Shuja. Le vice-premier ministre a reconnu que les défis à relever dans son secteur demeurent de taille et exigent de grands moyens en termes financiers. Dans ce sens, il a déposé le projet de loi de programmation de la police nationale pour la période 2025-2028. Ce qui permettra à la police nationale de se doter des moyens nécessaires en vue d'un bon fonctionnement. S'agissant du cas de Mbombondo à Kinshasa et à Maindombe, des opérations de défense armée sont déployées sur l'ensemble de la zone pour leur neutralisation. De plus, des missions ont été envoyées dans les villages et contrées de la République démocratique du Congo, dans les contrées de la République du Congo, où se sont réfugiées les populations pour organiser leur retour. Parlant de la gestion des frontières de la République démocratique du Congo, de la coopération sécuritaire avec les pays voisins, du faible effectif policier, de la porosité des frontières et de la présence des militaires ougandais à Ituri, il a mentionné que les laissés partageant 10 342 km de frontières avec 9 pays voisins comptent 89 postes frontaliers officiels. Ainsi, de nombreuses pistes clandestines subsistent, posant ainsi le problème de la porosité et des défis sécuritaires. Par conséquent, la problématique de la gouvernance sécuritaire aux frontières se pose en termes de protection physique par l'armée et la police, démarcation et délimitation des frontières, gestion des flux migratoires aux postes officiels. Au sein il existe la commission permanente des frontières, du gouvernage des pays voisins, grâce de traitement des questions frontalières mises en place au travers des commissions techniques mixtes.
ces commissions avec de 9 pays voisins, à l'exception du que les pays voisins, il existe quelques soucis avec certains pays. 1. République du Congo. Persistance des différends territoriaux entre les deux pays autour des îles, des îlots et des campements le long du fleuve Congo et de la rivière Ubangi, notamment dans l'île des Wagenze, dans les territoires des Libenge, dans la province du Sud Ubangi. Présence des ressortissants de la République démocratique du Congo qui ont fui les exactions de la milice Mobondo et des conflits intercommunautaires, ce qui a fait l'objet d'une mission gouvernementale importante en République du Congo. 2. République d'Angola. Problématique de la contrebande de carburant le long de la frontière. Persistance des cas de raisonnement des embarcations des pêcheurs congolais par la marine angolaise. Incursion sporadique des éléments FLEC FAA à la frontière au niveau de la province du Congo central. Cas d'expulsion et de retour volontaire de nos compatriotes en provenance de ce pays qui, depuis le début de cette année, est d'un total de 8 163 compatriotes, dont 6 565 expulsés et 1 598 retournés volontaires. 3. République de Zambie. Implantation et occupation des terres congolaises par les populations zambiennes, notamment les agriculteurs et les éleveurs de la tribu Tomba, avec la complicité de certains de nos chefs de groupement qui leur vendent des terres à environ $300 seulement. Prolifération des conflits intercommunautaires ainsi que l'exploitation illicite et sauvage des ressources naturelles, les bois et les minerais. Arrestation des pêcheurs par la marine zambienne pour violation présumée des eaux territoriales et la pêche illicite sur la rivière Luapula. Tensions récurrentes à la frontière commune entre les deux pays, au niveau de Kasumbalesa et Sakanya, autour du trafic de la farine de maïs, dont le dernier incident survenu le 1er décembre 2024 a coûté la vie à un militaire zambien et quelques blessés graves parmi les militaires congolais et zambiens. 4. République centrafricaine. Incursion des milices de la Seleka, Antibalaka, ainsi que des milices tribales Antibé, notamment dans les camps de réfugiés centrafricains dans la province du Bazouélé. Entrée et présence massive des éleveurs Mbororo dans les territoires de la province du Bazouélé, ainsi qu'à Yakoma dans la province du Nord Ubangi. Présence massive de réfugiés centrafricains dans les provinces du Nord Ubangi et du Sud Ubangi, ainsi que dans celles du Bazouélé et Haut-Ouélé. 5. République du Soudan. Incursion de l'armée du Soudan du Sud à la frontière au niveau du territoire des Faraj, province du Haut-Ouélé, à la recherche des rebelles SFA dans les camps des réfugiés. Afflux et présence massive de réfugiés demandeurs d'asile. 6. La République de l'Ouganda. Arrestation récurrente des pêcheurs congolais par la marine ougandaise sur les lacs Édouard pour violation présumée des eaux territoriales ougandaises. Mutualisation des forces armées des deux pays qui s'étendent dans la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri. 7. République du Rwanda. Occupation de plusieurs postes frontaliers par le Rwanda à travers ses supplétifs de l'AFC M23 dans les provinces du Nord Kivu, celles du Sud Kivu. Facilitation à l'immigration clandestine et transplantation des populations non identifiées en République démocratique du Congo, mettant en péril la sécurité du pays. En ce qui concerne les conflits interethniques et Malendu, des préparatifs sont en cours pour un forum de paix en Ituri sur le modèle de celui tenu pour l'Embole et l'Angola dans la Chopo. L'objectif est que, au-delà de la réponse militaire des FARDC, une politique de cohésion puisse aider à résoudre durablement ces conflits avec la participation des forces vives locales. La question de la gestion des Wazalendo fait l'objet d'une politique spécifique initiée par le président de la République à travers la mise en place de la réserve armée de la défense, RAD. En période de guerre, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, les Wazalendo participent à certaines opérations militaires.
Au retour de la paix, ces jeunes devront être démobilisés, réinsérés et encadrés tout en restant disponibles pour la RAD dans une logique préventive. Il est donc essentiel de définir une politique claire et structurée avec l'appui du Parlement. En outre, le vice-premier ministre a signalé le cas de conflit de pouvoir coutumier des entités coutumières dans la province du Bas-Ouélé, territoire d'Aketi, secteur Yoko, plus précisément dans le groupement des Banga Nkoi. Il a relevé que ce sont des cas réguliers commencés depuis l'époque coloniale et dus à l'ingérence des politiciens en quête de positionnement dans les dites entités. Pour les cas Bangankoi susmentionnés, il a demandé d'être saisi par écrit pour y apporter un suivi approprié. Enfin, en ce qui concerne la préoccupation centrale sur l'opportunité actuelle de l'état des sièges, le vice-premier ministre a souligné que les objectifs initiaux de ce dernier, à savoir la restauration de l'autorité de l'État, l'éradication des groupes armés ainsi que la sécurisation des biens et des personnes ne sont pas encore atteints. À l'heure actuelle, il est difficile d'estimer une atteinte prochaine de ces objectifs étant donné la persistance des opérations militaires, notamment au Kivu. L'état des sièges dans ce contexte reste un dispositif en cours d'évaluation par les deux chambres pour sa reconduction. Le vice-premier ministre a estimé que des échanges comme celui-ci sont indispensables pour une évaluation objective de l'état de siège et pour justifier l'opportunité de la reconduction ou non d'une telle mesure, et ce jusqu'au rétablissement de l'intégrité territoriale. B. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur Mutamba Tungunga Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été auditionné le mardi 2 avril 2025 dans la salle de conférences internationales. Il a commencé par les assises sur les états généraux de la justice. À cet effet, il a relevé que la mise en œuvre des recommandations issues des 10 états généraux est en cours. Plusieurs textes proposés dans le cadre de la réforme ont déjà été adoptés par les conseils des ministres et attendent des décrets subséquents, tandis que 10 projets de loi ont été soumis à la commission des lois du gouvernement avant leur envoi au Parlement. Cependant, dans l'arsenal juridique actuel, le ministre de la Justice se voit dépouillé d'attributions essentielles en matière d'administration de la magistrature, contrairement à ce qui s'est fait dans d'autres États. Cette situation rend difficile le suivi efficace de la politique judiciaire par le gouvernement qui, bien qu'il la définisse, envoie l'exécution confiée au Conseil supérieur de la magistrature. L'article 149 de la Constitution a extrait les parquets du pouvoir judiciaire et aujourd'hui encore l'article 152 de la même Constitution est interprété comme donnant au Conseil supérieur de la magistrature une autorité supérieure à celle du ministre de la Justice. Cette situation entraîne une lenteur préoccupante dans la mise en œuvre de la politique criminelle. Il a aussi été évoqué le cas de la présence physique du ministre d'État, ministre de la Justice, à des procès, ce qui peut avoir un effet moral dans la distribution de la justice par les juges. À ce sujet, le ministre rappelle que les procès sont publics, tout citoyen peut y assister. De plus, l'indépendance de la justice consacrée par l'article 149 de la Constitution signifie que les juges exercent ces fonctions librement sans ingérence du pouvoir exécutif. Toutefois, il a souligné que, s'agissant des procès pénaux, en particulier ceux relevant de la politique criminelle, il a le pouvoir d'injonction auprès des procureurs. Par conséquent, la présence du ministre à ces procès lui permet de suivre l'exécution de cette politique et d'en faire un rapport fidèle. En outre, étant un citoyen comme tout autre, le ministre a le droit d'assister à ces audiences, ce qui renforce aussi la transparence et les contrôles républicains. En sus, une nouvelle cartographie judiciaire est en cours d'élaboration afin de rapprocher davantage la justice des justiciables, étant donné que l'actuelle cartographie est complètement dépassée.
En ce qui concerne les constructions des prisons, il a déclaré que plusieurs projets de réhabilitation et de construction des prisons ont été lancés. Le ministre a indiqué qu'avant la chute de Goma, les précautions avaient été prises pour transférer les prisonniers les plus dangereux vers Kinshasa. Malgré cela, la prison centrale de Goma a été incendiée, causant la mort de près de 1500 prisonniers et des actes de violence sexuelle sur des femmes. Quant à la prison de Bukavu, peu d'actes de sabotage avaient été enregistrés grâce à l'organisation mise en place pour libérer au préalable certains détenus par la grâce présidentielle signée le 30 décembre 2024 et par des libérations conditionnelles. Ainsi, les rebelles n'ont pas pu y causer les dégâts observés à Goma. Du côté de Beni et Butembo, la difficulté concernait les transfèrements des prisonniers importants. En concertation avec les notables, des libérations conditionnelles ont été envisagées, notamment en faveur des patriotes susceptibles de rejoindre les Wazalendo. Par ailleurs, la Commission a aussi été préoccupée par la libération par les ministres de certains prisonniers sans arrêté requis. À ce sujet, il a précisé que ces arrêtés existent et qu'il les transmettra à la Commission. Il convient de noter que jusqu'à ce jour, ces arrêtés n'ont pas toujours été transmis à votre Commission. Pour ce qui est des militaires déserteurs, des poursuites judiciaires ont été engagées contre 5 officiers supérieurs ayant abandonné leur poste lors de l'arrivée de AFC M23 à Goma. Le verdict est attendu dans les jours à venir. À Bukavu, les officiers ayant abandonné leur poste et qui sont actuellement à Uvira n'ont pas été interpellés pour des raisons évidentes afin de ne pas fragiliser la stratégie militaire. Ces officiers sont bien localisés et suivis. Ils constituent une force de résistance. Enfin, à propos de la mise à prix des personnes condamnées ou recherchées pour des actes criminels, le ministre a affirmé que cette pratique existe dans tous les États normaux. Dans certains cas, pour des raisons de sûreté nationale, il peut être nécessaire de placer une récompense sur la tête de certains criminels, à l'exemple de M. Corneille Nangaa, du sénateur Joseph Kabila et de leurs complices. Il s'agit en définitive d'assurer l'activité de la justice et de l'autorité de l'État. Quant à la somme dite des cagnottes compris de cette opération, il a annoncé qu'elle provient des fonds secrets de recherche. Aussi, une opération de traque et d'arrestation des traîtres présents à Kinshasa est en cours. Une dizaine de personnes se trouvent déjà entre les mains de la justice militaire. Le procès contre leur chef Corneille Nangaa et ses complices a eu lieu. Ils ont été condamnés, leurs biens confisqués, et ses complices, leurs biens confisqués et ses complices a eu lieu. Leurs biens confisqués et remis à l'État congolais, qui travaille actuellement à leur affectation. Pour le reste, une série de démarches a été entreprise, notamment auprès de la Cour pénale internationale, contre les officiers rwandais et leur président, pour leur implication dans la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un petit instant, honorable rapporteur. Une commission chargée de la collecte de preuves... honorable rapporteur. Pardon? Oui, l'honorable Mbouyaï. Merci, honorable président. C'est juste une petite motion que je soulève compte tenu de la sensibilité de la suite remarquée dans ces rapports. Nous voulons solliciter, si vous le permettez ou la plénière le permet, qu'il y ait un huis clos parce qu'il y a une partie de ces rapports qui semble être sensible. Voilà pourquoi, à un moment, j'ai fait un tour vers la commission pour solliciter...